Bonsoir à tous et nous voici donc déjà jeudi et aujourd'hui nous attendons Anaël et comme d'habitude on présente une classe et cette année nous avons, enfin cette année, ce soir, nous avons la chance d'être dans la classe des CM2, donc préparation au collège et je vais laisser la parole à Frédéric Leclerc qui va nous parler de cette classe. Donc, je ne suis pas le seul enseignant de CM2, puisqu'il y a l'excellent Emmanuel aussi qui fait la moitié du temps. Et c'est un beau partenariat qui rappelle aussi le partenariat dans le cycle 3 avec les CM1 et Laure qui est présente, où on a depuis de nombreuses années l'habitude de travailler ensemble et d'élaborer les projets ensemble. Ça a plusieurs avantages, c'est que les enfants dans la préparation retrouvent des modalités, des modes de fonctionnement. Comme on a pu le dire lundi, c'est un parcours de scolarisation et d'année en année, ce que l'on propose aux élèves, c'est de repérer les mêmes principes de fonctionnement. On a parlé des débats littéraires, du conseil de coopération, du débat philosophique pour certaines classes et toute la démarche scientifique. Donc, effectivement, chaque cycle représente un palier avec des exigences un petit peu différentes. Et ça fait de nombreuses années maintenant qu'on travaille avec Laure sur le cycle 3. Il y a beaucoup de similitudes entre les CM1 et CM2, avec un niveau de progressivité un petit peu différent pour les CM2. On a lancé dans les années précédentes plusieurs micro-projets dans les voyages scolaires et Laure m'a un petit peu sensibilisé, et c'est un euphémisme, aux questions environnementales et j'y suis devenu très sensible et on essaie aussi de le communiquer aux élèves. Il y a eu l'occasion de fabriquer par exemple des produits d'entretien pour la maison que les élèves faisaient eux-mêmes. Donc voilà, je parlais de différents projets menés en cycle 3, et donc CM1, CM2. Et Laure, vraiment, je me tournais vers toi pour savoir si tu peux me filer un petit coup de main sur les choses qui ont été mises en place ou de nous rafraîchir la mémoire. J'avais vraiment avec joie oublié les Zooms, moi. Oui. Bien que j'en fasse quelques-uns avec les petites étudiantes justement en biologie des organismes et des populations qui nous préparent la séquence de sciences en ce moment. Mais à part ça, c'est vrai que j'étais bien contente de ne plus avoir de Zoom. Donc, qu'est-ce que tu étais en train de parler des voyages scolaires? Il y en a un qui était très porté sur les sujets environnementaux, c'est quand on est parti sur l'océan Atlantique, là, du côté de Seignos, oui, avec ce groupe qui nous permettait de tout faire à pied depuis le centre, avec toutes les sensibilisations aux forêts landaises, aux dunes, sur les plages, etc. Donc, tu parlais de la fabrication des produits ménagers, ça on a fait plusieurs années avec les enfants dans les classes. On a fait du savon. On a fait du savon. Enfin, les CM2 ont fait du savon. C'est vrai que moi, cette année-là, je ne l'avais pas fait. Mais on en a parlé, mais on ne l'a pas fait. Le tri, les énergies renouvelables dans le cadre des programmes scolaires. Et alors, on a la joie de voir Anaël apparaître. Arriver. Alors, que j'ai failli voir en vrai et que je ne sais plus si c'était le Covid, le froid, les trains en grève ou je ne sais quoi. Je ne suis pas allée ramasser les déchets avec toi, Anaël, dans les calanques. T'inquiète pas, il y en a encore plein. Ouais. Ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. Oui, nous sommes rassurés, il y a encore plein de déchets. Voilà. Et donc, je vais présenter Anaël rapidement. Donc, c'est une jeune femme très Pepsi. Et si vous allez sur Facebook et que vous suivez le projet Azur, vous allez vous rendre compte que son actualité est chargée, mais par contre, c'est pas de l'esbrouf, puisqu'elle est réellement sur le terrain et qu'elle va le raconter, évidemment, mais c'est aussi un plaisir de rejoindre Anaël
quand elle mène ses opérations. J'ai pu le faire au mois de juin dernier à... Rappelle-moi où c'était. C'était à Agde. Agde, voilà. Et au-delà de l'anecdote, des bons moments passés, la Méditerranée, le soleil, la plage, on se rend compte que dans l'action qu'elle mène, il y a un réel besoin et on prend conscience à ce moment-là de ce qui se passe. Et j'étais impressionné de voir comment, sur une toute petite plage, un espace délimité, il y avait de quoi faire parce qu'il devait y avoir à peu près 25 personnes de mémoire et que le ramassage sur la plage rendait compte de la réalité des choses. Donc ça a été un moment qui m'a un petit peu interpellé. Je suis allé sur son site et on voit réellement la catastrophe que c'est, puisque la mer Méditerranée est la mer la plus polluée au monde. Ce que j'aime bien aussi dans l'approche d'Anaël, on en parlait encore ce week-end, c'est que on pourrait se dire qu'on ne peut pas œuvrer parce que la tâche est trop grande. On pourrait se dire que c'est la responsabilité des États. On pourrait se dire que c'est pire ailleurs. Et en fait, on se rend compte qu'en agissant chacun à notre niveau, au quotidien à la maison, ou sur des actions menées comme ça, on peut faire quelque chose qui a une réalité concrète, une utilité immédiate, mais c'est aussi que ça change les esprits et les mentalités. La preuve que je veux amener, c'est qu'à la fois dans le cadre de l'école, il y avait une sensibilisation aux questions environnementales portée entre autres par Laure, mais là je précise sur le cycle 3, puisque l'équipe est globalement sensibilisée à ces questions-là. Mais c'est vrai que le fait de se dire, mais on peut faire quelque chose à notre niveau, le fait de suivre Anaël dans ses pérégrinations, je sais que personnellement, ça a modifié des choses. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais commençons par nous-mêmes et on verra ce que ça fera plus tard. Et on se rend compte qu'en discutant, en échangeant, beaucoup de personnes sont dans cette perspective. Alors avant de laisser la parole à Anaël qui présentera les choses beaucoup mieux que moi, j'ai une requête à lui faire. C'est que tu connais un petit peu la côte landaise pour ses beautés, le Pays Basque, Anaël. Tu te lances dans l'aventure sur les bords de la Loire, mais j'aimerais bien que tu fasses un petit tour sur la côte landaise et tu te rendras compte aussi qu'il y a du taf. Donc, il y a encore de belles années devant toi pour continuer ce que tu as initié et je te laisse la parole. Merci Fred, merci beaucoup et puis merci à tous pour l'invitation. Merci d'avoir patienté aussi ces 10 petites minutes de retard. Alors, le projet est né il y a 1 an. Le projet Azur, dont on parlait avec Fred, c'est de faire 1000 km en kayak et à vélo de l'Espagne à l'Italie, toute seule, en solitaire. Je navigue, je pédale toute seule et tous les dimanches, avec les associations qui font déjà ça, j'organise des collectes de déchets. Et c'est ces moments-là où l'aventure devient alors participative. Et c'est à ce moment-là qu'avec Fred, justement, on est allé ramasser des déchets. Et c'est là que tu te rends compte qu'a priori, sur une plage qui est à peu près propre, si tu te penches un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de coton-tiges, qu'il y a plein de boules de plastique, etc. Et pour rappel, c'est une plage qui avait été nettoyée quelques semaines auparavant. Ouais, c'était une plage qui était très touristique et il faut savoir que, j'imagine que vous le savez aussi si vous êtes pas mal sur les côtes landaises, l'été c'est quand même assez nettoyé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'été, tu peux plonger tes mains dans du sable à peu près fin, il n'y a pas grand-chose, bon, même s'il y en a toujours, si tu regardes, en effet, il y en a toujours. Par contre, l'hiver, quand tu te balades sur la plage, tu te rends compte qu'il y en a énormément. Que la laisse de mer, donc ce que rejette la mer, normalement c'est des algues, c'est des coquillages. Tu vois, la limitation qu'il y a des vagues, cette laisse de mer, ce que laisse la mer, elle est pleine de plastique. Parce qu'au final, cette mer, elle ingurgite, sans qu'on le veuille, elle ingurgite énormément de plastique. Ce plastique, il vient de nos villes. Quand on va jeter un papier par terre, quand la poubelle elle est pleine et que le vent va faire envoler tous les petits papiers et qu'ils vont tomber dans les bouches d'égout,
puis dans les cours d'eau, dans les fleuves. Et les fleuves, vous le savez, ça se termine dans la mer. Donc cette mer, elle se retrouve avec plein de plastiques qui sont du poison pour l'écosystème, pour la nature. C'est pas, ce serait du bois, ce serait des feuilles, ce serait tout ce qui vient de la nature, vraiment, ce serait pas un problème. Mais le plastique, c'est pas très naturel, c'est plein de poison. Et donc cette mer régurgite tous ces plastiques sur nos plages. Et moi, j'en avais marre de pagayer et de faire du vélo et de voir tous ces déchets-là. Moi, ce que j'aime, c'est profiter de la nature, c'est d'observer des oiseaux. Mais j'ai pas envie de voir des oiseaux qui sont mal en point à cause du plastique. Des fois, on en voit, ils s'empêtrent dans du plastique, c'est des pièges pour eux. Alors, je me suis dit qu'au lieu de rester indignée par rapport à ça, je voulais transformer cette indignation. Vous savez, l'indignation, c'est quand on est agacé par quelque chose qui est injuste, qui ne vous semble pas normal. Et bien, cette indignation-là, cette énergie-là, j'ai voulu la transformer en action. Et en fait, il y a plein de gens aussi qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a plein de gens qui sont indignés et qui voulaient eux aussi agir. Et donc, en ramassant les déchets, c'est toujours ça en moins dans l'estomac des poissons, c'est toujours ça en moins dans l'estomac des oiseaux. Ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est pas de ramasser. La solution, c'est pas de ramasser des déchets. Par contre, la solution, ce serait vraiment d'arrêter de balancer tous ces plastiques, de produire autant de plastique. Par contre, quand tu ramasses, tu envoies le message aux personnes aussi qui te regardent que tu n'es pas d'accord avec ça. Et tu n'es pas obligé de ramasser 100 kilos par jour, mais juste un papier que tu trouves par terre, tu le ramasses, tu le mets à la poubelle. Et ça, c'est un message très fort que tu envoies à tout le monde autour de toi pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et les gens vont te regarder et vont se dire moi non plus, je ne suis pas d'accord. Et c'est comme ça que peuvent commencer des mouvements aussi. J'ai vu qu'il y avait des petites questions, peut-être. Je ne sais pas vraiment par où commencer, par où terminer non plus. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis preneuse. J'ai plein de choses à vous dire, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être un petit peu ton aventure, comme ça se passait concrètement, qu'on se rende compte, parce que là, tu nous dis ce qui a initié le projet, mais après, tu es passé à l'action. Et ce n'est pas évident quand on est jeune femme comme ça de prendre son vélo, son kayak et de se dire j'y vais. Il a fallu, bon alors, je sais bien que tu es débrouillarde, audacieuse, mais il y a aussi la réalité du terrain. C'est où est-ce que je vais dormir moi, je me souviens que tu me disais que pour aller du côté de Monaco, avec ton kayak, tu irais toquer à la coque des bateaux pour savoir qui pourrait t'héberger. Bon, ça, c'est anecdotique, mais raconte-nous un petit peu d'où tu es parti, ce que tu as fait concrètement, la recherche de sponsoring et des actions concrètes, quoi. Alors, au tout début de l'été, c'était le 31 mai, donc vous aviez encore école, les enfants. Je me suis dit que j'allais partir de Marseille, donc qui est Marseille. Si on dit mon périple que j'ai fait, c'était de là à de là. Marseille, c'était pile au milieu. Alors, je suis partie de Marseille et j'ai fait 500 km à vélo pour arriver à la frontière espagnole, à Cerdaire. Et ça m'a pris 1 mois. Et je pédalais pratiquement tous les jours. Si on prend une semaine type, je pédalais du lundi au jeudi, mais je pédalais qu'en journée. Le soir, je bivouaquais. Bivouaquer, ça veut dire que tu vas repérer un endroit dans la nature où tu peux poser ta tente sans gêner les êtres humains, parce que tu ne veux pas mettre ta tente dans le jardin de n'importe qui si tu n'as pas son autorisation. Dans un endroit où il n'y avait pas d'inondation possible, parce que sinon, dans la nuit, tu te réveilles, pouf, tu as les pieds dans l'eau, pas très agréable. Et dans un endroit où il n'y avait pas d'espèces protégées qui faisaient leur site de nidification, etc. Donc, en suivant ces règles-là, et en étant prudente aussi, parce que c'est pas rien de bivouaquer toute seule, de poser sa tente toute seule
dans la nature. Il fallait faire attention à être discrète et donc à ne pas se mettre en danger, bivouaquer dans des endroits qui sont autorisés. Et puis voilà, je montais ma tente. J'avais mon petit réchaud aussi, donc c'est toute petite flamme avec ta petite casserole. Je me faisais monter, je me faisais à manger et c'est comme ça que passaient les journées. Donc, du lundi au jeudi, c'était beaucoup pédaler, bivouaquer, découverte de la nature. J'ai traversé différents types de paysages. Le parc de la Narbonnaise, Marseille qui est une énorme ville. Il y a eu la Camargue aussi, très intéressante avec ses chevaux, les marais. L'école des Pyrénées aussi, ça m'a fait émoler. Et puis le vendredi, tous les vendredis, il y avait quelqu'un qui m'attendait. À chaque fois, c'était d'une ville à l'autre, quelqu'un m'attendait parce qu'ils étaient au courant que je venais. Et ensemble, on repérait l'endroit où il y avait plus besoin de faire les ramassages. Le samedi, je me reposais, enfin. Et le dimanche, on faisait les ramassages. Pour repérer ces lieux, c'était très important de travailler avec des associations du littoral parce que en général, moi, je suis pas une experte, de l'environnement. Auparavant, je travaillais plutôt avec les jeunes volontaires en service civique. J'ai développé le volontariat chez les jeunes. Donc, quand tu es très motivé sur une nouvelle problématique, mais que tu n'es pas un expert, c'était super intéressant en fait d'aller à la rencontre de ces associations-là qui, elles, connaissaient très bien leur territoire, qui connaissaient très bien les problématiques et qui pouvaient apporter cette dynamique, on va dire, instructive, en plus de moi, ma dynamique sur l'énergie. Est-ce que je pourrais donner la parole à Enzo ou on fera les questions plus tard? Qui lève la main sagement. Allez, vas-y. On va m'avoir laissé la parole. Je voulais dire que quand même, pendant un mois, ça doit être dur de passer pendant un mois de badigeonner, de marcher et de pédaler en vélo, ça doit être dur. Et la nourriture aussi. Alors, pour pédaler, au final, je pédalais entre 2 et 5 heures par jour. Et j'aimais ça. J'aime bien pédaler. Moi, j'adore ça. J'adore ça surtout sur des endroits que je ne connais pas. Donc, c'est tous les jours des découvertes. Chaque heure, c'est des découvertes supplémentaires. Donc, cette découverte-là, cette curiosité, elle m'aide à pédaler plus fort. Et puis, pour la nourriture, écoute, c'était très simple. Il y avait toujours des magasins ouverts. Donc, j'allais tout simplement prendre des fruits, des légumes. Et puis, à chaque fois, je me débrouillais bien. Je mangeais beaucoup d'amandes. C'est des amandes, des raisins. Ça, c'est des petits aliments qui sont bien, bien forts en nutriments. Et puis, pour s'hydrater, donc des fruits et des légumes. Mais ça, c'était que la première partie. Parce que la deuxième partie, elle s'est passée en kayak. La deuxième partie, donc, c'est 500 km en kayak, et celle-ci, elle a duré 2 mois, parce que tu vas beaucoup moins vite en kayak qu'à vélo. En kayak, parfois, tu as des vents contraires, tu as des mers qui sont agitées, tu as un mistral qui t'empêche d'avancer, et parfois, tout simplement, tu ne te sens pas bien, et il ne faut jamais prendre un verre quand tu ne te sens pas bien. Et là, c'était encore plus atypique, puisque quand tu navigues sur la mer, forcément, les seuls endroits où tu peux t'arrêter, c'est sur les plages et sur les criques. Donc, j'ai eu la chance de m'arrêter dans des endroits qui ne sont accessibles que par la mer et parfois qui ne sont même pas accessibles en bateau parce qu'ils sont si petits, si étriqués, si fins que le tirant d'eau, donc c'est l'espace qu'il y a entre la surface de l'eau et le fond de l'eau, est très petit. Et les gros bateaux ne peuvent pas y passer, tu n'as que les kayaks. Donc, j'ai eu la chance de découvrir la Côte d'Azur et des paysages magnifiques en kayak. Et du coup, tous les soirs, c'était pareil, c'était le bivouac. Je récupérais quelques bois flottés. Je faisais un tout petit feu, tout petit, très maîtrisé, parce que ça va vite les feux, faut faire très attention.
Et puis voilà. Et j'ai pas appris à pêcher. Enfin, j'ai appris à pêcher, mais j'ai pas fait des bonnes prises, malheureusement. Oui. Et aussi, dans certaines fois, dans les rivières, elles sont étroites et il y a des gros rochers dans la rivière. Ça doit être dur de zigzaguer. Et aussi les rapides qu'il peut y avoir. Alors, ça peut être dangereux. Les rapides, les rochers, les pentes étroites. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de me faire rentrer dedans par un bateau. Parce que toi, tu es tout petit. Il faut t'imaginer, dans ton kayak, tu es minuscule. Et quand tu arrives vers Saint-Tropez, vers Nice, là-bas, ce sont des villes où il y a des énormes bateaux. Ce sont des personnes qui ont énormément d'argent, des millionnaires, des milliardaires. Et donc, ils ont aussi des énormes bateaux. Ces énormes bateaux, parfois, ils ne te voient pas. Et ça, c'était très impressionnant. Tu es tout petit. Tu avances. Un énorme bateau. Ouais. Et voilà pour ce qui est le côté un petit peu aventure. Oui. Et aussi, je ne savais pas que les oiseaux aussi étaient impliqués dans le plastique. Parce que quand on jette les plastiques dans l'eau, je croyais que c'était que les poissons et les créatures marines qui allaient dedans. Je ne pensais pas que les oiseaux allaient prendre un morceau de plastique c'est pas que du poison, ils peuvent aussi s'empiffrer dedans. C'est comme une cage ou un filet. Ouais, absolument. En fait, j'irais même plus loin parce qu'en effet, les poissons, ils vont avaler les plastiques. Mais pas que les gros poissons qui vont avaler les gros plastiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le plastique, avec le soleil, avec le sel et avec les vagues, il va se dégrader en micro-particules. Donc, micro, c'est à travers un microscope. Tu vois, c'est tout petit, tout petit. Oui, je le sais. Voilà. C'est tout petit. Et là, les poissons donc, vont l'ingérer. Donc, tous les poissons sont plus ou moins contaminés au plastique. Il faut savoir que plus de la moitié, 57% des sardines de Méditerranée ont du plastique dans le corps. Après, qui est-ce qui mange ces poissons? Il y a aussi les oiseaux qui mangent ces poissons. Donc, les oiseaux ingèrent aussi du plastique indirectement. Oui, mais pas tous les oiseaux. Les oiseaux pêcheurs, comme le martin pêcheur ou d'autres. Aussi, certains oiseaux de la ville, par exemple, les pies, tu vois, les pies, elles adorent tout ce qui brille. Et elles vont chaparder des petits plastiques, des métaux qu'elles vont prendre pour des insectes. Tu vois, c'est ça le problème aussi, c'est que comme nous, parfois, on ne fait pas bien la différence entre est-ce que c'est un sac plastique échoué ou bien une méduse. Des fois, de loin, on ne sait pas trop. Ben, c'est pareil aussi pour les oiseaux. Parfois, ils ne font pas la différence. Et c'est pour ça que c'est encore plus En plus, les oiseaux, ils ont une vue un peu moins perfectionnée. Ouais, en tout cas, elle est différente. Les aigles sont très bons. Mais certains oiseaux... Excusez-moi, j'en vois deux qui vont avoir mal au bras, Ernesto et Yann. Et je crois que vous pouvez prendre la parole, les garçons. Vas-y, Kéliane, il faut que tu ouvres ton micro si tu veux parler, par contre. Et Kéliane, juste avant on ne vous oublie pas, Manuel et Kéliane, tous les deux, on ne vous oublie pas. Pour terminer aussi, il n'y a pas que les oiseaux qui mangent les poissons. C'est ça aussi le problème. C'est que nous aussi, on mange les poissons. Et ça, c'est un véritable problème parce que on ingurgite aussi nous-mêmes du plastique. J'avais pas pensé à ça, par contre. C'est ce que j'allais dire. Ah bah vas-y, justement. Absolument. Et ce qui est assez curieux, c'est que les continents, souvent, on imagine de la terre. On imagine quelque chose sur lequel on peut marcher. Un continent, normalement, c'est ça. C'est de la terre sur laquelle on peut marcher. Il y a toute une biodiversité autour.
Eh bien, ce 7e continent dont on parle, et d'ailleurs, il y a plusieurs petits continents comme ça. On pensait qu'il n'y en avait qu'un seul dans l'océan Pacifique. En réalité, il y en a un petit peu partout, et il y en a même en Méditerranée. C'est les courants, j'imagine que vous le savez, les courants qui font un espèce de siphon, de tourbillon, et qui vont agglutiner tous les plastiques ici. Et donc, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un continent de plastique qui, en réalité, n'est pas dur. On ne peut pas marcher dessus. C'est une petite, enfin, c'est de la soupe, en fait. De la soupe de plastique, avec des gros bouts comme des petits bouts. Est-ce que j'ai répondu à... Enfin, c'était pas vraiment une question, mais... Anaëlle, est-ce que tu peux nous rappeler, enfin, ou nous dire plutôt, les résultats de ta récolte, mine de rien, sur les rives de la Méditerranée? Eh oui, alors, sur les rives de la Méditerranée, on a ramassé en tout 3,5 tonnes de déchets. C'est un éléphant, je crois. C'est incroyable. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et ça a été un... Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et des fois, on retrouvait, par exemple, celle qu'on avait fait ensemble, Fred, c'était une petite collecte dans le sens où on n'avait ramassé que 16 kilos. Il y a eu des collectes où on a ramassé plus de 450 kilos. Et ces endroits-là, souvent, ce sont les embouchures de fleuves. Pourquoi? Parce que 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer viennent de la terre. Et ces déchets-là, pour la plupart, qu'est-ce qui va se jeter dans la mer? Qu'est-ce qui va amener tout ça dans la mer? Ce sont les fleuves. Les fleuves vont traverser des grandes villes. Par exemple, pour le Rhône, c'est la ville de Lyon, qui est une très grande ville, Avignon, Arles, ce sont des grandes villes. Et donc, plus les villes sont grosses, et plus il va y avoir de monde, et plus il va y avoir de déchets. Et donc, quand on est allé à l'embouchure du Rhône, on a ramassé 450 kilos de déchets. 450 kilos, c'est énorme. C'était lourd. Très lourd, c'est énorme. Ça peut Manuel, ça peut être très dangereux pour l'environnement. Ouais, merci Enzo. Vas-y Manuel, je te vois lever la main depuis tout à l'heure. Et merci Laure d'avoir été vigilante. Et pendant que Ernesto formule sa demande, là, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le choix de la Loire, outre le côté familial, en dehors du côté familial? En effet, j'ai voulu partir sur la Méditerranée parce que c'est la mer la plus polluée du monde. Et comme 80% des déchets viennent de la terre et que pour la plupart ils sont acheminés par les fleuves, je me suis dit, on va faire le plus long fleuve de France, la Loire, qui par ailleurs est absolument magnifique, un joyau de biodiversité. Les zones fluviales, ce sont souvent des zones tampons et puis des zones très riches en biodiversité, très très riches. Donc il y a un enjeu environnemental qui est très fort là-bas. Et puis, et donc ça achemine beaucoup de déchets. Donc l'idée, c'est que cette année, je pars le 2 mai à la source de la Loire qui se trouve au Mont-Gerbier de Jonc, si je ne dis pas de bêtises, en Ardèche et non pas en Auvergne. Et cette source-là, je vais la suivre. Je vais faire 200 km à pied. Et une fois que la Loire sera assez large pour naviguer, là, je vais prendre un kayak et je descends jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Nazaire, voilà, en passant par Nantes, Tours, Blois, Orléans. Et à chaque fois, comme cet été, l'idée, c'est que mon énergie, elle puisse venir en soutien des associations qui font déjà ça, qui font déjà des ramassages, qui sont déjà militants pour ces causes-là, et puis de ramener un maximum de monde pour que, justement, on transforme cette indignation en action positive. T'es en mai que tu commences ça, Naël, c'est ça? Ouais, je vais vous partager dans la discussion. Tout à l'heure, il me semble, Xavier, que tu avais réussi à faire le partage de connexion, le partage d'écran. Combien de poissons meurent par an à cause des déchets? Alors ça, c'est une très bonne question.
C'est énorme. La mer, c'est énorme comme territoire. C'est très, 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 très grand. Je ne saurais pas te dire exactement combien. Par contre, ce que je sais, c'est que chaque minute, il y a 18 tonnes de déchets qui sont déversés dans les mers et les océans. Ça fait 4 éléphants chaque minute. Et pour les poissons, j'essaye de réfléchir, mais c'est très difficile à imaginer. En tout cas, plus de la moitié des poissons de la Méditerranée ont du plastique dans le ventre. Ils ne meurent pas tous à cause de ça, mais ça perturbe leur reproductivité, leur fertilité. Ils ont plus de mal à avoir des bébés à cause de ça. Et parfois, quand ils en absorbent beaucoup, ils n'arrivent pas à le digérer. Et donc, ça les empêche même des fois de... Ça les empêche même de faire des bébés des fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être horrible pour les reproductions. Et après, on s'étonne que les espèces disparaissent. Bravo le chapeau d'artiste. Tu sais comment on peut faire pour arrêter ça? On doit essayer de moins polluer la mer. Ouais, comment on fait? Est-ce que tu sais un peu? Recycler et ramasser les déchets plastiques. Ouais. Ça, c'est la deuxième solution. Et essayer d'utiliser du verre, parce que le verre, on peut le recycler à l'infini. C'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, même quand tu vas bien faire le tri, même quand tu vas bien jeter les papiers, les déchets, parfois ça s'envole. Parfois, les personnes qui sont en charge de recycler ne le font pas. Parfois, elles vont le déverser dans la nature. Pas toujours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recycler. C'est pas ça. Ça veut juste dire qu'il y a une partie qui n'est pas recyclée, qui est rejetée dans la nature, qui est envoyée dans d'autres pays, etc. Donc, le plus efficace, c'est en effet d'arrêter d'avoir des choses qui sont jetables. Bon, attention, pour le mouchoir jetable, je ne te dis pas de prendre un mouchoir en tissu. Pourquoi pas hein. Mais moi, j'avoue que ça, c'est ma limite, j'y arrive pas. Mais pour des bouteilles en plastique jetables, par exemple, ça sert à rien. Il nous faut des gourdes, il nous faut des petites bouteilles en verre. Chez mon père, on n'utilise pas de bouteilles plastiques. Enfin, à part quelquefois, on utilise souvent l'eau du robinet qu'on remplit dans une carafe. Mais ouais, en fait, c'est ça. Le ramasser, c'est super. Recycler, c'est super. Et ce qui est encore plus efficace et qu'on peut faire tous les jours, c'est d'essayer de ne pas avoir trop de jetables à la maison, de ne pas utiliser trop de plastique, de recoudre ses affaires. Tu vois, si tu as une patate au bout du pied, si tu as un truc dans ta chaussette, les recoudre, réutiliser, réparer les choses du second main, ça c'est l'idéal. Ça c'est le top. Mais si on ne sait pas coudre, oui. Si on ne sait pas coudre. Ça viendra. On n'est pas obligé d'être parfait. Il faut juste faire de son mieux. C'est ça l'important. Oui. Essayer, c'est déjà bien. Il faut essayer de faire des progrès. On n'y arrivera pas toujours, mais on va... Et puis tu peux faire coudre à des gens qui savent coudre, tu peux faire réparer tes machines à des gens qui savent les réparer. C'est pas parce que au lieu d'en acheter une autre, toi c'est pas toi qui la fabrique ta nouvelle machine ou ta nouvelle paire de chaussettes, tu sais pas les faire tes chaussettes toi non plus. Par contre tu sais les acheter. Donc au lieu de les acheter, tu peux les faire recoudre à quelqu'un qui sait les recoudre. Ça existe. Alors, je me fais porte-parole de Manuel qui a posé sa question par écrit. Il dit bonsoir, je possède un livre sur le thème de la discussion. Et en effet, à l'embouchure des fleuves, on trouve beaucoup de plastique. Je voulais vous montrer les images. Tu as le livre, voilà. Très bien. Ouais. Comment il s'appelle ce livre? Ah ouais, on voit, ouais. Montre-nous la première couverture. Sciences et Vie Junior, mais oui, tout le monde est préoccupé par ça. Et ouais. Merci pour ton partage. Merci. Oui. Et tu l'amènes en classe aussi, quand on puisse partager avec les camarades. J'ai hâte de le voir, Ernesto.
Et Anaël, ça va être un beau parcours. Je me demande bien où tu vas pouvoir loger le 27 juin et le 8 août. Ça va être compliqué. Et oui, Et, parce que enfin bon, j'ai une piste, je t'aiderai. Hein. Et en dehors de ça, je pense que tu es beaucoup plus modeste que ce que tu arrives à faire et à mobiliser dans tes actions. On le voit sur la page Facebook de Projet Azur. Et les CM1, les CM2, entre septembre et octobre et début novembre, on est allé faire de la voile dans un lac, ce que je te disais ce week-end autour de Toulouse, et on était impressionnés de voir comment des endroits comme ça pouvaient être pollués. Et la question se pose aussi sur le civisme et ce qu'on peut faire. Moi, je forme le vœu que tu puisses nous rejoindre un jour sur Toulouse et nous accompagner dans ta réflexion, parce que ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que tu n'es pas accusatrice, tu n'es pas en train de dire ce que vous faites c'est mal, etc. Non, à ton niveau, tu fais une proposition, tu es en cohérence avec ce que tu fais et c'est juste une invitation. Donc, moi, j'aimerais bien t'inviter à Toulouse pour que tu nous invites à te suivre dans ce que tu fais. On peut demander alors ce qu'elle en pense, mais ça pourrait être quelque chose de bien. C'est déjà ce qu'on pense. Bien sûr. Bah absolument. Puis là, de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré l'équipe aussi, ça crée un lien supplémentaire. Il y a plein de belles choses qu'on pourra faire. Si vous avez déjà repéré un lieu, en plus, il y a des problématiques qui sont différentes en ville, dans les lacs, dans les fleuves, dans les mers. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et moi, je reviendrai de mon périple Loire. Donc, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. J'aurai fait 2000 kilomètres. Donc, normalement, j'aurai des gros mollets et des gros bras. Pour venir vous voir et puis certainement au mois d'octobre-novembre. Je pense que ce sera mieux par rapport aux dates, le temps que je revienne, tout ça. Et moi, ça me ferait trop plaisir. Ça me ferait trop plaisir. Vous allez me donner pas mal d'énergie. Vous êtes hyper intéressant dans vos réflexions, tout ça. Et c'est trop chouette. Donc, ouais, carrément. Merci. On y pensera. On ne t'oubliera pas. C'est bon, c'est bon. C'est noté dans un coin de la tête. Donc, on peut inviter les enfants aussi à te suivre sur ton site, le Projet Azur. Oui, alors pour l'instant, on est à fond sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. On partage beaucoup, mais ça n'intègre pas tous ceux qui n'ont pas ces réseaux sociaux-là. Donc, avec l'équipe communication, on est en train de se demander comment on va faire. On va essayer de mettre à jour régulièrement le site, donc projetazur.com. Sinon, il y a plein d'informations à aller récupérer dans Facebook et Instagram. Si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo d'étape, donc moi, je suis sur la Loire à partir du 2 mai. Donc ça veut dire que le mois de mai et le mois de juin, on peut se faire une petite visio ou un petit appel pour que je vous montre. Bon, ben voilà, je suis en train de planter ma tente. Là, je suis en train de faire mon petit feu. Enfin, ce sera en journée, donc je serai en train de naviguer. Voilà comment on navigue. Un petit WhatsApp Carrément. Où tu peux nous montrer, on peut partager en direct. Ce serait bien, ça, oui. Carrément. Ah ouais, ça va être génial parce que ça va être dans le feu de l'action. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises parce que des fois, quand je suis sur l'expédition, je suis à fond, je suis dans mon délire et j'oublie un peu tout, je redeviens sauvage, mais carrément. L'inconvénient, Fred, c'est que je crois qu'il va falloir trouver une remplaçante pour le mois de mai-juin parce que je vais suivre Anaël. Tu n'étais pas encore au courant, mais… Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu… Il vaut mieux. Non, parce que ça résonnait. Tu disais une remplaçante? Une remplaçante chez les CM1, parce que moi, je les suis à Anaël. Oui. Et remplacer tous les CM1 aussi, parce qu'ils vont tous être dans les kayaks avec nous. Avec nous.
Allez, on vous avait pas dit les enfants, on fait ça au mois de mai-juin. Est-ce qu'on le dit de suite aux parents ou est-ce qu'on attend un peu? On attend un peu. C'est plus prudent. Je voulais parler parce que je serais très content que tu fasses une visio avec nous pour en juin, mai. Et aussi, tu as dit que ça allait durer plus de 2 mois, beaucoup plus que ce que tu as fait. Donc, ça va être encore plus dur pour toi que ce que tu as fait avant. Ça va être l'expérience de ta vie. Et ouais, et puis après, on verra où ça va me mener. Là, ce qui est chouette, c'est que cette année, il y a 2 parcours. Il y a la Loire, le nouveau parcours Loire que j'ouvre, mais il y a aussi la Méditerranée qui est repris par une nouvelle aventurière. Et ça, on est trop contents. Et l'idée, c'est que chaque année, il y ait 1 ou 2 nouveaux aventuriers qui reprennent le flambeau et qui continuent à faire les ramassages et que ça devienne un rendez-vous chaque année. Donc là, si vous suivez Projet Azur, vous allez voir Projet Azur Loire et Projet Azur Méditerranée qui démarrent en même temps. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir que en fait, ça parle à plein de monde et que ça peut... C'est difficile d'en faire un métier, mais là, par exemple, on a la chance de pouvoir faire ça sans dépenser d'argent. C'est-à-dire qu'on reçoit, on a réussi, c'est assez impressionnant. Enfin, nous, on est impressionnés, on a réussi à récolter 30 000 € déjà pour arriver à faire ces expéditions-là. Et c'est plus que le prix de l'expédition. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre de côté et on va pouvoir continuer à travailler aussi toute l'année pour faire ça. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est que ces sous-là nous servent aussi justement à aller voir des jeunes comme vous pour vous donner aussi l'envie d'agir comme vous pouvez avec vos moyens. C'est pas obligé de prendre un kayak et de faire 1000 km. Vous pouvez faire... Voilà, c'est de vous transmettre notre énergie et voilà pour que on se saisisse du Je ne voudrais pas déranger, mais je pense que Lydia, donc Elena Schipper, a envoyé un message. Ah. Et aussi Marie-Sandré. Alors, tac, tac, tac. Bonjour, je pense qu'il faut sensibiliser les gens par différentes publicités à la télé, radio, affiches, etc. En effet, moi j'en vois de plus en plus des publicités comme ça qui sont de mieux en mieux faites, et ça fait plaisir. Et nous, on essaye d'avoir un maximum d'interviews aussi à la télé et à la radio. Ne pas jeter les déchets dans l'environnement, mais dans les poubelles nécessaires. Exactement. Ah oui, il y a une poubelle, il y a une campagne de Toulouse aussi pour ça. Il me semble que toutes les grandes villes, en fait, elles sont aussi pas mal responsables parce que y a beaucoup de monde, en fait, c'est tout simplement ça. Plus il y a de monde, plus il y a de déchets. Et donc, en effet, toutes les grandes villes de France ont commencé à faire des campagnes publicitaires pour que on arrête de jeter les mégots et que. J'ai une question. Alors, attends, Enzo, parce qu'il me semble. Oui. Ah bah tiens. Moi, je suis en vacances aujourd'hui. Et Journée des déchets et du recyclage. On l'a dit qu'en effet, c'était une des solutions, c'était recycler, réduire à la source, et puis ramasser les déchets. C'est une méthode de sensibiliser qui est hyper percutante. Alors, Anaël, tu fais des adeptes parce qu'il y a Nathan du CM2 qui, très discrètement, sur un chat privé, me demande si on peut en reparler en classe. Donc, j'espère que tu te sens un petit peu coincé. Dorénavant, tu n'as plus le choix, quoi. Et il y a trop de témoins pour que tu fasses l'impasse. Moi, ça me motive à fond. J'ai plein de projets
Alors pour l'instant, ça se recentre un petit peu autour d'Avignon et Marseille, les interventions. Mais oui, oui, carrément. Surtout après, là, ce qu'on va faire, c'est que avant la fin de l'année, on se fait une visio, tu vois, on s'appelle, pareil avec la vidéo, en classe, comme ça je vous montre comment je navigue sur la Loire. Et puis après, je reviendrai à la prochaine rentrée pour vous parler de tout ça. J'essaie de vous partager la carte, ce serait chouette que vous me suiviez aussi en même temps. Alors, mais je n'arrive pas. J'avais une question Oui. qui était si tu voyages tout le temps, tu retournes jamais chez toi? Tu vois jamais ta maison? Si, ma maison, je la vois surtout l'hiver. On va dire que la moitié de l'année, je suis à la maison, je prépare les expéditions, je recharge les batteries, je vois beaucoup les copains, les copines, la famille. Je me recharge d'amour et puis après, hop, je pars en solitaire. Donc mais ça doit être dur de quitter sa famille, de revenir, de quitter sa famille, de revenir parce que 6 mois sans sa famille, ça doit être dur. C'est un style de vie. C'est un style de vie, il en existe plein. Et c'est pas ce qu'il y a de plus commun, de plus évident. Mais pour moi, ça me convient bien. Et ça a pu être un petit peu dur pour la famille aussi, qui avait peur que je revienne pas, peur que je les oublie. Mais maintenant, ils se rendent compte que non. Donc ça va bien. Il faut faire confiance, se faire confiance aux autres. Et puis rassurer tout le monde, se rassurer aussi. C'est pour ça qu'en hiver, je suis très avec mes amis, très avec ma famille aussi. Donc, c'était ça qui m'intriguait un peu. Je crois que je vous ai partagé la carte normalement sur la discussion. J'ai plein d'autres questions. Je suis regorgée de questions. Écoute, je pense que rapport de questions. J'ai mon stock de questions, il est là. Écoute, je ne sais pas combien de temps on a devant nous. Je pense qu'on en a encore un petit peu. Est-ce qu'il y a une limite Zoom, Laure, Xavier? Ouais. Un petit peu, mais il n'y a pas de limite. Le Zoom n'est pas limité. Ok. Après, on peut peut-être préparer quelque chose en classe avec les camarades aussi, compiler les questions et éventuellement te faire parvenir ça. Oui. Ça peut peut-être être parfait. C'est l'occasion de préparer ta venue pour octobre prochain. En plus. Tu auras un livre de questions. Ou te poser les questions pour le Zoom de mai-juin, là aussi. Oui. Carrément. On peut faire ça. Hein, Enzo, on y pense, on compile les questions par écrit. Et quand on fait le Zoom en classe avec Anaël, comme ça, on peut lui poser tes questions. Tu peux en poser une ou deux maintenant, mais on va pas faire la soirée. Et le top du top, ça serait les enfants, je pense, de raconter à Anaël ce que vous avez commencé à mettre en place pour répondre à ces soucis soulevés par Anaël, de dire, depuis que tu nous as dit ça, moi je fais attention à ça ou à ça, parce que il y a quelques années, Laure, tu me diras, je crois que c'était il y a 4 ans, il y a une association qui était venue et qui disait, il ne faut pas croire que, ce que tu disais Anaël, il ne faut pas croire que la pollution en mer vienne de la mer. Mais les études de la qualité de l'eau montrent bien sur les ruisseaux, les rivières et les fleuves que le rejet de détergents, de produits divers, ça vient bien quand même de nos villes qui sont en amont. Et il y a eu des traçages de faits qui partaient des Pyrénées pour arriver jusqu'à l'océan quand même. Donc il ne faut pas se mettre la main sur les yeux et se dire c'est pas nous. Et ce qu'on peut développer aussi comme idée, c'est que les plastiques, et on a été témoin, les mégots, les canettes, les pneus, les carcasses de vélo, c'est la partie visible. Mais tout le reste, qui vient par les eaux, il y a une partie invisible avec
les produits détergents, les métaux lourds. Et ça, on ne peut pas le déceler à l'œil, mais c'est aussi notre réalité. Oui, absolument. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je vais me pencher davantage. Là, pour la Loire, on va faire des prélèvements d'eau et de qualité de l'air. On va jouer aux apprentis sorciers. On va avoir des petites fioles et on va prélever cette eau-là et on va l'envoyer à des laboratoires aussi pour qu'ils nous aident justement à identifier d'autres sources de problèmes. Je crois que Chaponnet a une question. Vas-y. C'est pour demander si est-ce qu'avec Monsieur le Thor, du coup, on pourra essayer de faire des affiches sur justement le parcours de cette eau polluée et après envoyer à Anaël. Alors, voilà. Nathan, moi je trouve que déjà tu montres que tu es très impliqué et sensible à ce qui vient d'être présenté par Anaël. Et donc ça, c'est bon signe. C'est le signe surtout que vous êtes meilleur que nous et que vous commencez plus tôt. Et effectivement, peut-être que si jamais Anaël nous donnait les relevés, mais pas simplement les relevés, c'est surtout ce que ça veut dire. Parce que nous, on n'y connaît rien. Mais si jamais sur le parcours de la Loire, au fur et à mesure, tu donnais les degrés de pollution de l'eau ou de l'air, ça nous permettrait de réaliser qu'on est loin de l'océan et que déjà, il y a une pollution qui est en place. Et ça pourrait nous faire réfléchir sur le parcours de l'eau qui devient un bien de plus en plus précieux. Donc, Nathan, je disais tout à l'heure qu'effectivement, on pourra en reparler en classe. Hein, et je trouve que tu as une très bonne idée. Il faut juste qu'on commence à préparer Anaël petit à petit, parce que sa charge de travail est en train d'augmenter et on va l'aménager un petit peu. En tout cas, moi, ce serait vraiment très, très chouette. Ouais. Si vous me faites des affiches, moi, ça va me servir aussi pour quand je vais rencontrer d'autres écoles, de partager, ben voilà, avec la classe à Toulouse, il s'est passé ça, c'était vachement chouette. De toute façon, il y aura toujours c'est un travail et moi, j'aimerais beaucoup l'avoir pour le montrer. Une petite parenthèse, est-ce que tu as compris, Anaël, que sur ton kayak, il fallait faire une petite place pour Renzo? J'ai cru comprendre, ouais. Que je fasse ma drôle de tête. Je la fais tout le temps quand je suis étonnée. On va te faire un mini kayak. Il faut que tu commences tout de suite à le construire, ce kayak. C'est bientôt le départ. Je crois que niveau kayak, je suis pas très fort, mais mon grand-père, il pourra m'en fabriquer un beau, lui. Envoie-moi les Il photos. a déjà construit un avion. Ah ouais? Ok. Ah ouais. Et même un avion blanc. Alors, Elena propose que l'école puisse faire une affiche sur le respect de la propreté de notre environnement et l'accrocher sur le portail de l'école. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Moi, quand je discute avec des personnes qui habitent sur le littoral, quand elles me parlent des messages de sensibilisation qui les ont le plus touchés, c'est quand ça venait des enfants. Et je crois que Kylian avait une question. J'ai lu dans un magazine qu'avec beaucoup de canettes, on peut, je crois que c'était 114 ou un peu plus, on pouvait faire une trottinette. Oui, c'était sur le journal en classe. Nous aussi, en CM2, on l'a sur le tableau des devoirs. Je crois que c'était l'abonnement à l'école. Éco-junior. Ouais, voilà. Et oui, il faut 114 canettes pour faire une trottinette. Et ouais. Alors nous, on n'est pas toujours bon pour le recyclage. On n'est pas toujours bon. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui est extraordinaire, qui a créé ses propres petites machines pour recycler à la maison.
les bouteilles en plastique, les canettes, tout ça. Et après, en fait, il les broie, ça fait des paillettes. Ces paillettes, il les fond, il en fait une espèce de pâte qu'il va rajouter à des imprimantes 3D et donc ça devient une matière. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Plein de Ça choses qui sont. doit être un grand bricoleur. Un Ouais. grand bricoleur pour inventer une machine pour recycler chez lui. Ça doit être un grand bricoleur, un grand technicien. Ah, c'est un ingénieur, ouais, c'est son métier, hein, c'est son métier, ouais. Ouais. Vas-y, Kylian. Oui, on peut absolument. Là, je ne l'ai pas sur moi. Moi, j'ai une veste de sport qui est géniale. Elle est très, très chaude, très légère, très fine. Elle sèche très bien. Elle est faite en bouteille recyclée. Donc, tu vois, tu peux faire. Il n'y a pas que une bouteille en plastique ne va pas que se recycler en bouteille en plastique. Ça peut être du tissu, ça peut être plein de choses. Oui, on peut fabriquer tout ce qui est des choses faites à base de laine, des polaires, des couvertures, des peluches. Ouais. Et ouais, on peut faire plein de choses. Donc ouais, en fait, il faut qu'on l'universalise, qu'on le fasse davantage, qu'on n'oublie pas de le dire aussi, comment dire, quand on va dans les magasins, de dire ah bah ce serait chouette qu'il y ait un peu plus de vrac, donc un peu plus un peu moins d'emballage. Quand vous irez voter, les enfants, demandez aussi est-ce que ce soit un peu plus pris en compte. Euh, Enfin voilà. Vous aussi les adultes. Merci beaucoup. Orange. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. J'ai hâte de vous revoir. En plus, sur la Loire, ça va être une autre dynamique, ça va être beaucoup plus dans le vif du sujet. C'est plus aspect aventure. Et j'essaierai de répondre à toutes les questions. Et aussi, comme aspect écologique qu'on pourrait faire, on pourrait, par exemple, un exemple, quand on va à la boulangerie, prendre un sac qu'on a déjà utilisé au lieu de prendre un autre sac que le boulanger ou la boulangère te donne. Ouais, carrément. Essayer Carrément. de conserver les sacs que tu utilises. Essayer d'utiliser du plastique recyclable. Ouais, Du carrément. plastique, oui. Et Ouais. j'ai été très content de passer cette visio avec vous. J'ai Eh ben, moi beaucoup apprécié l'écologie. C'est l'un de mes domaines. En fait, j'apprécie tout et j'essaie de me documenter à peu près dans tous les domaines pour en savoir un peu plus tous les jours. Et le recyclage, ça fait partie de l'un de ces domaines. merci Ouais, beaucoup, Enzo. moi aussi, je trouve, Enzo, Vas-y, je suis d'accord avec toi, Enzo. Moi aussi, je trouve que c'est très intéressant cette, cette aventure que tu nous as partagée à Naël. Et moi aussi, j'adore l'écologie comme Enzo. Je partage cet avis avec toi, Nathan. Je le partage avec toi. C'est un sentiment de liberté qui est assez dingue. C'est aussi beaucoup de responsabilité parce que tu es responsable de bien manger, tu es responsable de bien dormir, tu es responsable de ta sécurité. Il faut toujours être attentif, toujours prendre soin de soi parce que tu es jamais chez toi, tu es toujours ailleurs. Mais d'un autre côté, c'est très stimulant et puis ça t'ouvre aussi des rencontres magnifiques, beaucoup d'émerveillement, des nouveaux paysages tout le temps. Et c'est vraiment très, très chouette. J'ai hâte de vous partager ça. Ça s'appelle Voyager le monde à vol d'oiseau. Très bien. On va se dire à très bientôt.
Et oui, encore merci. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et on se cale vite une réunion. La visio sera donc en semaine, entre 9h et 16h à peu près, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Je vous le redis donc, j'ai été très contente de passer cette vision. Et même si je dois vous quitter maintenant, je garde un très bon souvenir de ce moment. Et je vous remercie encore. Et je vous dis au revoir. Voilà, on va comme ça pouvoir aller au lit plein de belles aventures. Et on va te remercier très fort pour cette très agréable soirée. Et à bientôt. À demain. Un grand merci.